On passe au prochain regard croisé. Donc j'invite à Olivier Huez, qui est partenaire chez Red River West, et Alexia Delahousse, qui est VP Legal chez Conto, pour me rejoindre. Merci à tous les deux de nous rejoindre ce matin sur cette plénière. Alors c'est vrai qu'on entend parler depuis déjà un certain temps de plateformes de secondaire pour apporter de la liquidité aux startups. Est-ce que vous pourriez commencer par peut-être en introduction nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel les raisons qui font que ces plateformes émergent soudainement? Je peux commencer, je peux rebondir sur ce que disait Pascal juste avant. Aujourd'hui, on peut rester privé très longtemps. La durée moyenne pour une société avant l'exit, elle est stable, hein, elle n'en compte pas beaucoup, elle est autour de 12 ans. Pour les meilleures sorties en fusion-acquisition, en IPO, on est autour de 14 ans. 14 ans, c'est vraiment très long pour les investisseurs de la première heure, pour les employés. Et donc aujourd'hui, on a cette durée qui reste très longue, mais on a un marché du secondaire qui est encore peu existant. Si on compare au private equity buyout, en proportion, on est à 7 fois moins sur le venture capital, donc sur les startups, du marché secondaire. En volume, on est évidemment encore plus gros en termes de ratio, mais on a ce phénomène qui est encore naissant, mais le venture capital et les startups gagnent en maturité en termes d'écosystème, et donc on a l'émergence effectivement de ces nouveaux acteurs qui apportent une solution en termes de liquidité. Oui, alors c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur le marché de la French Tech, des levées records, un marché qui devient de plus en plus mature, et on voit aussi un phénomène notable de montée en puissance du secondaire, sous des formes assez distinctes. On a du secondaire pour les fondateurs, du secondaire pour les salariés, du secondaire pendant les tours de financement, et même maintenant du secondaire potentiellement un peu plus sauvage qui intervient entre les tours de financement. Et ça coïncide avec l'émergence de plateformes comme Caption ou Flashshare qui font des opérations de secondaire parfois sans l'accord de la société cible, et ce qui peut éventuellement poser certains problèmes. Alors en fait, moi, je partage en fait le constat qui est fait par ces plateformes, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'espérance ou l'horizon de gain lié au BSPCE pour des salariés lors d'un exit, qui, si jamais se matérialise, intervient dans une fourchette de 5 à 10 ans, alors que les cycles professionnels en start-up sont beaucoup plus courts et les vestings même de BSPCE sont plus courts. Donc à cause de ce décalage, je pense qu'il y a un vrai besoin d'augmenter la liquidité pour les actions des salariés, aussi des fondateurs, à travers un marché du secondaire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les BSPCE ne tiennent pas toutes leurs promesses. On a des salariés qui sont assis sur des fortunes virtuelles qu'ils ne peuvent pas rendre réelles, et on a du coup des salariés qui croient un peu moins en ce mécanisme des BSPCE, alors qu'en fait, s'il est bien utilisé, si le marché du secondaire est suffisamment dynamique, c'est un outil, à mon avis, très bon pour aligner les intérêts de toutes les parties, salariés, fondateurs, sociétés et investisseurs. Alors, l'alignement des intérêts est crucial. Est-ce que tu dirais qu'à chaque étape de développement de la boîte, il est le même? Ou est-ce que ça change, ça varie en fonction de l'existence de la boîte? Je pense que ça peut évoluer, mais que c'est en fait important d'essayer à tout moment de maintenir un alignement. Et en fait, si on se projette un peu dans le temps, sur le long terme, il y a cet alignement-là. Les fondateurs, ils ont intérêt à attirer, motiver, retenir des salariés en leur projetant des perspectives de gains avec des événements de liquidité partielle lors des levées de fonds. Ils ont eux-mêmes intérêt à faire du secondaire pour eux. Les salariés, en fait, ils ont aussi intérêt à s'engager sur le long terme dans la société pour essayer de maximiser, d'optimiser le gain lié au BSPCE. Et les investisseurs, ils ont intérêt à faire en sorte qu'il y ait une harmonie actionnariale qui dure dans le temps, dans le but de réaliser, in fine, une belle sortie. Donc en fait, si tout le monde se projette, il y a en fait un alignement des intérêts, je pense, qui peut perdurer tout au long de la vie de la société. Donc ça, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, on a trois parties finalement dans cette histoire. On a les investisseurs, les fondateurs et les employés. Les évolutions des situations personnelles peuvent avoir un impact. Pascal Gauthier disait juste avant que sur Ledger, le tour précédent a donné lieu à beaucoup de secondaires en termes de proportion. On est dans un cas où il y a des fondateurs qui ont quitté l'aventure. Donc nous, chez Red River West, on a fait 9 investissements. Sur 7 investissements, on a fait des opérations de secondaire. Et souvent,
c'est lié à des situations personnelles. Donc des fondateurs qui deviennent moins engagés, ou tout simplement des fondateurs qui, pendant des années, ont fait des sacrifices personnels énormes en termes financiers, ils ne se sont pas payés ou très peu. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui n'était absolument pas accepté. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'investissement il y a 7-8 ans, c'était un gros mot. Finalement, on va permettre à un fondateur de gagner 200 000 euros. On dit, attends, le mec, il ne va plus être motivé, il faut arrêter là. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté. Hein. Et donc, finalement, à chaque tour, quasiment, on donne l'opportunité aux fondateurs de gagner un peu d'argent. Et moi, en tant qu'investisseur, je suis gagnant. Moi, je préfère qu'un fondateur n'ait pas à se soucier de produits matériels, qu'il puisse acheter un appartement, une maison, etc. Et j'ai jamais vu un cas où ça perdait de la motivation pour l'équipe dirigeante. Et ça, c'est l'évolution des mentalités. Hein. Alors, on a parlé des fondateurs, on a parlé des employés, mais alors les investisseurs, est-ce que les fonds ont intérêt à également accéder au secondaire et comment ça se passe sur un tour pratiquement? Alors c'est une bonne question. Dans le fonds précédent où j'étais chez C4 Venture, on a fait beaucoup de secondaires à la fois à l'achat et à la vente. On a plusieurs intérêts. À l'achat, on a souvent une équation qui est une équation de valorisation et de dilution. Un fondateur va vouloir lever beaucoup d'argent sans forcément être beaucoup dilué. À l'inverse, la plupart des fonds d'investissement comme nous ont des problématiques de stratégie d'investissement et des pourcentages d'ownership minimum. Et donc une façon de réconcilier finalement ces contraintes, le secondaire permet d'arriver à ça. Et donc on va arriver à avoir un tour conséquent sans forcément apporter une grosse dilution. Et c'est ce que Pascal disait juste avant, 10% de dilution, je ne sais plus si c'est les chiffres exacts, sur un tour énorme de 400 millions, c'est grâce au secondaire. Donc la façon dont ça fonctionne en général, c'est en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on c'est des questions qu'on amène dès le début, quels sont les acteurs qui potentiellement sont capables de faire du secondaire, et ça se fait de manière très coordonnée, sans forcément qu'il y ait de plateformes qui interviennent. Et puis nous, en tant qu'investisseurs, en général, ça nous permet d'avoir un coût d'entrée inférieur, parce que quand on n'a pas parlé de ça, mais quand on achète des actions, on a différents types d'actions dans une société. On va avoir des actions ordinaires, des actions de préférence. Un investisseur qui arrive et qui rachète des actions ordinaires reflète ça en général dans son prix d'acquisition. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on arrive avec un prix inférieur au prix du tour, et donc potentiellement un retour sur investissement plus important. Parfait. Alors, Alexia, je me permets de te poser une question, vu que tu es VP Legal. Tu parlais de Caption Market et Fairshares, quels sont concrètement les risques qui s'opèrent ici, sachant qu'il y a quand même de l'information qui va sortir assez stratégique. Ça, c'est l'un de ces risques-là, ouais. Mais est-ce que tu vois d'autres risques également juridiques? Tout à fait. En fait, il y a des risques à partir du moment où la transaction secondaire se fait sans accord avec la société cible, et certaines des plateformes proposent ça. Le risque, en fait, c'est de voir, pour la société, de voir entrer à son capital des actionnaires qui sont non connus ou non voulus. Le risque aussi, c'est effectivement voir naître une forme de surenchère sur la valorisation des titres, et pour la société de perdre un peu le contrôle de sa valorisation. Il y a un autre risque, à mon avis, je pense, si le secondaire devient trop systématique pour les BSPCE, c'est de fragiliser le régime fiscal des BSPCE. On sait qu'une partie des sociétés attribuent des BSPCE avec des prix d'exercice décotés, en se fondant notamment sur un argument d'une liquidité moins importante que les actions des investisseurs ou des fondateurs. Si à l'inverse, les actions des BSPC deviennent parfaitement liquides, je n'ai pas la certitude qu'il n'y aura pas un jour un redressement de l'administration fiscale et une jurisprudence qui viendra fragiliser ces modèles. Et évidemment, ça induit une complexité juridique importante, puisque les fondateurs se retrouvent avec à leur capital des holdings dont ils ne sachent pas exactement qui est derrière, ou dont ils ne maîtrisent pas exactement quelle est la gouvernance. Et cette complexité juridique-là est accrue par le fait que, du coup, peut rentrer au capital des personnes qui ne vont pas être soumises à des règles ou à un pacte d'actionnaires. Et je pense que là même, ça peut faire peser un risque à long terme sur la réussite d'une sortie, avec des minorités de blocage qu'on ne contrôle pas. On peut donner un exemple sans citer le nom de la société, mais si vous allez sur les plateformes en ce moment de secondaire, moi en tant qu'investisseur, j'apprends plein de choses. Il y a une société française qui aujourd'hui est valorisée à plus d'1 milliard. Alors ils ont enlevé l'information de la semaine dernière, mais on allait voir, on apprend qu'ils sont passés de 800 employés à 400 employés cette année. Moi en tant qu'investisseur, évidemment, ça me met des red flags, et je ne suis pas sûr que les fondateurs étaient très contents de voir cette information circuler comme ça de manière assez sauvage. Alors, il y a un point qui est ressorti dans votre discussion qui est intéressant, c'est le manque d'accès à l'information, typiquement d'un employé. Donc, quand on arrive dans une start-up, en général, on a un gros incentive en ayant ces BSPCE dans le package général, mais souvent,
enfin ma perception, et je pense que vous êtes d'accord, c'est que les gens n'ont pas le niveau de connaissance suffisant, même au niveau financier, pour comprendre déjà comment ça marche, comprendre les mécanismes de vesting, et également la distinction entre leurs shares et celle des investisseurs, celle des fondateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, ou qu'est-ce qui existe déjà pour mieux former les salariés sur ces sujets? Ouais, alors comme je disais, nous, chez Conto, on pense vraiment que les BSPCE, s'ils sont bien utilisés, permettent d'aligner les intérêts des différentes parties. Du coup, on a beaucoup investi sur la communication et la formation des salariés. Au moment où on attribue des BSPCE, on fait une promesse à la fois de transparence et une promesse de répartition de la création de la valeur avec les personnes qui se sont engagées sur le long terme. Donc, en matière de transparence, on communique sur les gains potentiels associés au BSPCE. On donne aux salariés accès à l'évolution de leur vesting via des outils, des plateformes type Equify, et on répond évidemment à toutes leurs questions en impliquant à la fois les fondateurs, le service juridique et les RH pour que les salariés aient bien le sentiment que en fait, ça vient de toutes parts dans l'entreprise, cette volonté d'être transparent et d'aider les salariés à comprendre les BSPCE. Voilà. Et par ailleurs, on s'engage, alors c'est moral évidemment, c'est pas dans un contrat, mais on s'engage à faire en sorte de permettre de la liquidité partielle aux salariés lors des tours de financement. Ouais, ce que je veux dire, c'est aussi un des rôles des investisseurs de faire ça de manière coordonnée au moment d'un tour. Alors après, les stratégies dépendent entre les fondateurs, mais on voit des pourcentages entre 20, 25 jusqu'à 50 ou 60% de l'equity pour les employés qui est proposé. Donc ça, on fait ça de manière coordonnée. On peut faire un meeting global avec tous les employés qui sont intéressés, qui ont des BSPCE, qui sont vestés. Donc on va leur expliquer, nous, en tant qu'investisseurs, pourquoi est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on voit comme potentiel dans la société, tout en leur laissant la possibilité de profiter du cash-in qui arrive par l'investisseur. Et nous, ce qu'on a vu aussi dans pas mal de sociétés dans lesquelles on est investisseur, c'est que ça a aussi une valeur d'exemple. C'est super d'avoir un bon de BSPCE, de s'imaginer gagner de l'argent. Là, c'est pareil, je vais vous donner une anecdote sans citer le nom de la société. Quand, dans un investissement précédent, le fondateur a finalement encouragé un de ses sales guys d'exercer ses BSPCE. Et je lui dis, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Il me dit, parce que je sais que lui, dans 15 jours, il va arriver au boulot avec une bagnole de malade et que tous les autres vont dire, waouh, il a acheté sa voiture avec les BSPCE. Et ça, en termes d'exemple, ça remotive tout le monde, parce que tout le monde veut acheter la même bagnole, voire une meilleure. Excellent. Ouais, je suis d'accord qu'effectivement, la force de l'exemple est importante, et aujourd'hui, on manque encore un peu trop d'exemples. C'est aussi pour ça que le mécanisme n'est pas aussi efficace qu'il pourrait être. Et pour compléter, je pense qu'il y a aussi d'autres pistes que les sociétés peuvent creuser pour trouver d'autres fenêtres de liquidité potentielles sans que ce soit de la liquidité sauvage. Il y a bientôt un règlement européen sur le sujet du crowdfunding, et il va y avoir des plateformes de crowdfunding européennes qui vont passeporter leur licence en France, et ça va amener un marché beaucoup plus mature du crowdfunding, pas autour de sociétés très early stage, mais autour de sociétés plus matures qui vont pouvoir lever des fonds auprès de leur communauté de clients sur des opérations d'envergure comme l'a fait Revolut. Et ces événements de liquidité-là, qui ne sont pas des levées de fonds auprès d'investisseurs institutionnels, peuvent aussi offrir des nouvelles fenêtres de liquidité, puisque le secondaire peut s'organiser assez facilement via les mêmes véhicules de ces plateformes. Donc je pense qu'il y a aussi des pistes en plus à creuser pour éviter que la liquidité soit trop sauvage, proposer aux salariés des fenêtres de liquidité plus fréquentes, mais à la main des sociétés. Je vais juste rajouter un truc qui est super intéressant aussi en termes d'écosystème. C'est qu'en général, un employé ou un fondateur qui utilise ses actions, ses BSPCE et qui gagne de l'argent, il devient très souvent un business angel. Et ça, pour l'écosystème, c'est formidable. On n'a pas tant que ça de business angel. Il y en a un peu plus au UK avec des incentives fiscaux comme EIS et CEIS qui permettent de défiscaliser l'investissement en start-up. En France, mis à part les gens qui ont la chance de payer l'impôt sur la fortune, il n'y a pas beaucoup d'incentives fiscaux pour investir en start-up. Et donc finalement, on a un marché qui a besoin de business angel. Et donc tous ces fondateurs qui ont gagné de l'argent, en général, deviennent business angel, relancent des sociétés, et ça, c'est très bon pour l'écosystème. Parfait. Alors, on a beaucoup parlé de la France. J'aimerais juste parler un petit peu des États-Unis, puisque là-bas, les pratiques sont plus matures. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour Voilà, donc pour le contexte, donc chez Red River, nous, on est investisseurs dans les sociétés européennes pour les emmener aux États-Unis. Donc, on a la moitié de nos associés qui sont basés aux États-Unis. Donc, on suit très près ce qui se passe là-bas.
on a effectivement un marché qui est plus mature, qui reste surtout cantonné au pré-IPO. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de plateformes qui se sont mises en place. Je pense que Delphine, tout à l'heure, doit beaucoup regarder ce qui se passe. Le Nasdaq a mis en place une plateforme de secondaire. On a Forge qui vient de faire un reverse merge en SPAC, qui est aussi un des gros acteurs. C'est un investissement de la BNP, je crois. Donc, contrairement à ce que disait Pascal, il y a quand même des acteurs français qui sont sur cet écosystème-là. Et on a effectivement une plus grosse maturité sur les échanges. Ce n'est pas encore redescendu au niveau des séries B, des séries C en termes de volume. Par contre, effectivement, c'est tout à fait acceptable et les employés savent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'attendre l'IPO pour gagner de l'argent avec leurs options. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est un peu un biais de penser que spécifiquement sur le marché du secondaire, les États-Unis sont plus matures. En fait, le marché du VC en lui-même est plus mature et forcément, si le marché du primaire est plus développé, ça permet le développement du marché du secondaire. Mais en fait, quand on parle avec des VC américains, j'ai l'impression qu'une grande partie ne sont pas forcément pour l'organisation d'un secondaire en dehors du contrôle de la société et des investisseurs, et surtout en early stage. Et comme le disait Olivier, les plateformes qu'on connaît américaines comme Forge ou Carta se sont surtout développées sur le créneau d'assurer du secondaire pré-IPO. Donc en fait, après un certain temps passé dans l'entreprise, et à un moment où, pré-IPO, la confidentialité de l'info, effectivement, c'est Olivier qui me disait ça hier, est moins un sujet pour les fondateurs et les investisseurs. Puis on retrouve aussi des stades d'investissement où la cap table commence à être extrêmement fragmentée. Et donc finalement, pour le management, pour les investisseurs, c'est beaucoup d'administration, de gouvernance à gérer à chaque fois pour des fois des centaines d'investisseurs. Et donc finalement, c'est peut-être aussi là que ces plateformes-là ont leur place. Pas forcément pour proposer de la liquidité sauvage avec des risques de conflit d'intérêts, de fuite d'informations, etc., mais aussi pour faciliter la gouvernance et l'administration de ces opérations de secondaire. Ouais, peut-être pour rebondir, et effectivement, je pense que c'est pas toujours pertinent de comparer les marchés, le marché américain et le marché français. Et ce qui se passe sur le marché américain ne présage pas forcément de ce qui se passera sur le marché français. Et d'ailleurs, il y a des différences assez structurantes entre les marchés. Et une tient au fait que aux États-Unis, un investisseur minoritaire, enfin un actionnaire minoritaire, n'a aucun pouvoir d'information, aucun droit d'information, et donc n'est pas du tout un pouvoir de nuisance pour la société, ce qui en fait n'est pas du tout le cas en France. En France, la multiplication des actionnaires minoritaires, si la gouvernance est mal organisée, est un risque potentiel pour la société. Et du coup, je rejoins Olivier sur le fait qu'en fait, les plateformes pourraient trouver ici un rôle important à jouer dans tout l'équilibre de cet écosystème et de l'alignement des parties, en proposant aux sociétés des solutions d'administration de ces opérations de secondaire via des véhicules avec une fiscalité optimisée, une gouvernance qui fonctionne bien pour les sociétés, et du coup participer, plutôt que d'opposer les parties entre elles, participer au contraire à un plus grand alignement encore et une plus grande efficacité de ces mécanismes d'intéressement. Parfait, merci. On est vraiment dans les temps, bravo. Merci beaucoup, c'était vraiment très enrichissant, très intéressant.